Donc bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 6e numéro des experts de la facture, dédié au commerce et à la distribution. Donc on va parler des dépositaires et des marketplaces aujourd'hui. Et comme à chaque fois, je suis accompagné de Julien Catanèse, notre grand spécialiste d'à peu près tous les sujets, mais enfin, en tout cas. Donc, Julien, salut, je suis vraiment ravi d'animer encore une fois avec toi ce matin. Bonjour Gilles, plaisir partagé, bonjour à tous. Et donc, le chat a l'air de fonctionner chez moi. Hier soir, il a planté, donc voilà, je m'occupe du chat comme d'habitude, et puis je laisse Julien démarrer sa présentation. Bonjour à tous, donc effectivement aujourd'hui c'est commerce et distribution. On a prévu, vous avez désormais l'habitude de ce format, on raccroche une thématique à des cas d'usage qui sont dans la norme AFNOR qui est publiée sur la facture électronique, qui contient 42 cas d'usage. L'objectif de ce format c'est de tous les balayer, en essayant de faire des regroupements le plus logiques possible. Aujourd'hui, donc 3 cas d'usage. Le cas d'usage numéro 9, le 17A et 17B, bon, les numéros n'ont pas beaucoup d'importance, mais c'est la logique de distributeur et dépositaire, celle de marketplace, et on va dire pour le 17B, c'est marketplace avec mandat de facturation. Donc on va traiter ces 3 cas. Pas de difficultés techniques particulières, c'est des cas assez simples, mais c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Comparé à d'autres numéros, ça sera sans doute un peu plus simple. Mais au moins, vous aurez une vision claire sur ces sujets à la fin de la session. Avant ça, un tout petit point d'actu, on s'est autorisé à chaque fois qu'il y avait une actualité un peu significative, simplement pour vous signaler, vous rappeler que la liste des 101 premières plateformes agréées est désormais publiée. Alors, ce qui compte, c'est pas tellement le chiffre en lui-même, mais c'est surtout de montrer que le calendrier avance, en fait. Il était prévu qu'il y ait la validation de ces plateformes qui étaient agréées sous réserve. Là, les réserves sont levées pour ces 101-là. Donc voilà, le calendrier continue à avancer et c'est plutôt rassurant sur la tenue du calendrier définitif en septembre 2026. Sur les 3 cas, ce qu'on va voir donc, c'est ces 3 situations. La différence, en fait, c'est comment est organisée là où les transactions. Dans les 3 cas, on a un vendeur. Celui qui encaisse est différent entre le premier cas et les 2 suivants, puisque dans le premier cas, c'est le distributeur. Dans les 2 d'après, c'est la marketplace. Et la différence entre le 17A et le B, donc, c'est la facturation qui est réalisée dans un cas par le vendeur, dans l'autre cas par la marketplace. Donc, c'est la vision d'ensemble, on va évidemment les détailler, mais c'est pour que vous puissiez les distinguer. On va démarrer avec le cas numéro 9, distributeur et dépositaire. Concrètement, c'est lorsque la facture doit être payée à un tiers qui gère aussi, on va dire, une partie de la logistique, c'est-à-dire la commande, la réception, éventuellement la facturation. Donc le dépositaire a un rôle, distributeur dépositaire a un rôle important, et surtout il fait l'encaissement. On est toutefois dans un cadre qui est différent de l'affacturage. Si vous êtes un fidèle des experts de la facture, vous avez déjà vu ce numéro sur l'affacturage, qui était un peu plus technique parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments. On est assez proche, vous allez le voir, d'une notion de flux qui est celle qu'on a dans le facturage. La différence, c'est qu'on n'a pas de subrogation, d'accord ? Donc, il ne va pas y avoir cette notion d'affactureur et d'affacturé qu'on avait vu dans ce cas-là. Des exemples qu'on peut tirer de ce cas d'usage, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer ? On peut imaginer que c'est le cas dans la presse. J'ai bien un éditeur, un acheteur au final qui est le point de vente, et entre les deux, j'ai un distributeur qui va se charger de la partie logistique et aussi de l'encaissement. De la même façon, dans le secteur du livre, j'ai un peu la même logique. Entre l'éditeur et le libraire, j'ai un distributeur qui va s'occuper de cette partie-là. Donc, c'est 2 exemples dans lesquels on pourrait se trouver confronté à cette situation, où on a un distributeur entre l'acheteur et le vendeur, pour le dire simplement. Alors, comment est-ce qu'on traite ça d'un point de vue facture électronique ? Il y a une partie technique qui consiste à remplir certains champs sur la facture. On va aller assez vite là-dessus, puisque ça, c'est plutôt des sujets d'éditeurs de logiciels de facturation, plus que d'utilisateurs de logiciels. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre la logique. C'est qu'en fait, sur la facture, on va mentionner, il y aura bien sûr le vendeur et l'acheteur, mais cette 3e partie, qui est le distributeur, sera mentionnée sur la facture. De la même façon que sur l'affacturage, si vous vous souvenez,
il y avait la mention du bénéficiaire aussi. Donc, c'est exactement la même logique. Lorsqu'on est dans ce cadre-là, il faudra que les 3 parties apparaissent sur la facture. Donc, le champ sera prévu. Ça sera géré par l'éditeur de logiciels de facturation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à savoir. Mais il faut simplement comprendre comment ça fonctionne. Sur les flux, alors dans les flux que vous avez là, c'est le schéma qu'on avait déjà présenté dans le cadre de l'affacturage. Donc, il est question ici d'affactureur et d'affacturé. Mais pourquoi? Parce que dans la norme elle-même, il n'y a pas de schéma spécifique pour ce cas numéro 9 et il est fait référence au cas de l'affacturage. Et donc, il est dit, pour le schéma des flux, reportez-vous au schéma des flux de l'affacturage. Donc, ce que vous avez là, ce n'est pas une erreur, c'est ce que prévoit la norme. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, on a une émission de la facture du côté du vendeur, un tiers qui va faire l'encaissement et qui doit donc tenir au courant le vendeur de l'encaissement. C'est ce qu'on avait dit lors de l'affacturage, c'est que c'est déjà le cas aujourd'hui, qu'il y a des circuits, si vous vous souvenez de ce numéro, il y a des circuits avec les sociétés d'affacturage pour informer de l'encaissement de la facture, qui sont hors plateforme électronique. Et ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est ça perdurera, il y aura en dehors du circuit de la facture électronique. Là, c'est la même logique. Cet échange d'informations entre un distributeur et un vendeur pour signaler l'encaissement, remonter l'information, etc., tout ça, c'est hors plateforme. Donc, ça n'entraîne pas de nouveaux échanges sur la plateforme. Les échanges sur la plateforme continuent à se faire entre vendeurs et acheteurs. Voilà. Donc, les points qu'il faut retenir là-dessus, si je synthétise, il y a une question d'information entre le distributeur et le vendeur, et c'est ce point-là qui doit être traité, mais c'est traité hors plateforme de facture. Sur la plateforme de facturation, on a une opération classique entre un vendeur et un acheteur. L'autre particularité, c'est sur la facture, la mention des trois parties qui doit être portée dès l'émission de la facture. Donc, j'espère que c'est clair. En gros, pas d'énormes particularités, une mention sur la facture et une info vendeur-distributeur qui se fait hors plateforme. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Il n'est pas très, très complexe, il est très proche de ce qu'on avait vu. Oui, il y a une seule question, mais je vais la traiter. Enfin, voilà. Christelle nous demande si notre client vend par l'intermédiaire d'une plateforme de vente, est-ce qu'on est dans ce cas? Là, je pense qu'on est plutôt sur le cas des marketplaces. Parfait, transition magnifique. Il y avait une question pratico-pratique sur les supports. Donc, évidemment, les supports sont disponibles. Là, Frédéric a mis le lien sur le chat pour récupérer les replays et les supports là-dessus. Il y a Virginie qui nous demande, est-ce qu'on connaît les plateformes agréées spécialisées dans les bureaux de presse et librairies? C'est une bonne question. Non, je n'ai pas l'info des plateformes spécialisées. Là, comme ça, j'ai chaud, je ne l'ai pas, je suis désolé. Ouais, je ne la connais pas non plus. Ouais. Et il y a une autre Virginie qui nous demande, dans le cas précis, donc celui que tu viens de détailler, sur la facture, est-ce que le bénéficiaire doit être renseigné? Oui, c'est ça, exactement. C'est le point justement dans ce cas, c'est que le bénéficiaire doit être renseigné sur la facture dès le début. Tout à fait. Top. Écoute, je pense que tu peux dérouler. OK. Très bien. Donc, en fait, effectivement, on va passer à ce cas-là, la marketplace. Ça peut concerner pas mal de clients. Hein. C'est tous ceux qui feront de la vente sur Amazon, par exemple. Forcément, on pense à eux tout de suite. Comment est-ce qu'on traite ça? Donc, c'est les cas 17A et 17B, puisque c'est 2 cas qui sont très proches. La seule différence entre les deux, c'est qui facture dans l'histoire. Donc, dans le premier cas, il y a une vente sur une marketplace, mais la facture est réalisée par le vendeur directement, pas par la marketplace. Donc, je ne sais pas, je vends des objets sur Amazon, mais c'est moi qui vais facturer et pas Amazon. Donc, premier cas. Donc, la particularité de ce cas-là, c'est qu'en fait, je vais avoir déjà une vente entre le vendeur et l'acheteur, mais je vais aussi avoir une facture de commission entre la marketplace et le vendeur. Donc, déjà, j'ai 2 factures à gérer. Donc, c'est le premier sujet. Et on va voir le deuxième sujet, c'est que le deuxième sujet, c'est que la facture est déjà payée au moment où elle est émise, puisque l'acheteur paye tout de suite sa facture lorsqu'il passe sa commande. Et donc, lorsque le vendeur l'émet, elle est déjà réglée, cette facture. Concrètement, l'exemple qu'on a pris ici, j'achète des fournitures de bureau sur Amazon. Ce qui se passe en termes de chronologie, c'est je passe ma commande sur le site, je mets ma carte bleue, donc je paye immédiatement. Amazon encaisse ces 1 200 €.
Le fournisseur reçoit la commande et je vais recevoir, en même temps que ce que j'ai acheté, une facture de ce fournisseur directement. Et ensuite, Amazon va facturer sa commission au fournisseur et reverser au fournisseur la différence entre ce que j'ai payé et la commission. OK, donc ça, c'est le schéma classique. Comment est-ce qu'on traite ça? Déjà, si on décortique, on a 2 factures. Une facture de vente fournisseur, acheteur. Donc là, on est sur un schéma classique, e-invoicing. On est entre 2 assujettis dans le cas que j'ai pris là. Donc ça part sur ma plateforme. Je vais recevoir sur ma plateforme de réception la facture directement du vendeur qui aura renseigné mon numéro ciré, etc. Et je vais recevoir cette facture-là. Donc moi, ce que je vais recevoir, c'est la facture pour le total qui correspond au montant que j'ai payé. Et ça vient directement de mon fournisseur sur ma plateforme de réception. Après, il y a un deuxième sujet qui est la facture entre la marketplace et le vendeur. Là aussi, je suis entre 2 assujettis. Pas de difficulté technique, c'est simplement pour décortiquer l'opération. Je suis entre 2 assujettis, une facture, c'est du e-invoicing. Lorsque je suis entre 2 assujettis français. Parce que dans le cas d'Amazon, on n'est pas toujours sur des opérations françaises, mais je mets de côté ce cas-là. Donc, bien 2 factures qui sont gérées directement entre les 2 parties. Il n'y a pas de spécificité particulière. La particularité, vous avez l'habitude là aussi, puisque ça fait plusieurs fois qu'on là, c'est que la facture que va émettre le vendeur, lorsque je vais la recevoir, je l'ai déjà payée cette facture. Donc, il ne faut pas qu'elle arrive sur ma plateforme avec un montant à payer, parce que sinon, dans tout le système, elle va apparaître comme à régler. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse indiquer que le montant est déjà réglé, et donc je vais recevoir la facture, mais le montant à payer sera à 0, ce qui fait que ça ne va pas créer de décalage au niveau de mon logiciel de gestion. OK? Donc, je récapitule. Sur ce schéma où j'ai un vendeur qui facture directement le client final et la marketplace qui facture le fournisseur, j'ai 2 factures à gérer, que je gère de façon complètement classique, sans aucune particularité. Donc, je me pose toutes les questions habituelles sur assujetti ou non, etc. Et j'ai ensuite la question de la facture déjà réglée, que je traite en indiquant sur ma facture, lorsque je l'émets, du côté du vendeur, que le montant est déjà payé. Et ça, pareil, c'est une problématique de logiciel de facturation. Donc, ne retenez pas ces champs. C'est simplement pour être précis, mais simplement pour vous dire qu'ils existent et que donc on pourra dire cette facture est déjà payée et la transmettre sans attendre de règlement. Il y a Laure qui pose une question. Je t'interromps parce que c'est bien intéressant. C'est intéressant, je pense, de bien réexpliquer concrètement comment fonctionne Amazon, parce qu'elle nous dit est-ce que Amazon fait partie des entreprises qui doivent émettre des factures électroniques dès le 1er septembre 2026? Bon, vu la taille d'Amazon, j'imagine que la réponse est oui. Mais chez Amazon, tu as un système où c'est Amazon qui est le vendeur. C'est-à-dire que toi, tu as un cabinet comptable, tu achètes des stylos chez Amazon. Amazon est ton vendeur et donc il fera une facture électronique. Mais là, le cas qu'on évoque, c'est vraiment la marketplace. Oui, ça va. C'est un cas différent où, en fait, parfois, quand tu achètes sur Amazon, ton vendeur, ce n'est pas Amazon. Alors, tu ne t'en rends pas forcément compte parce que tu as le même système, le même panier, le machin. Mais Amazon ne sert que d'intermédiaire. Le terme n'est pas très joli, mais voilà, ne sert que de plateforme de mise en relation. Donc voilà, donc c'est un cas un peu différent. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être dû commencer par là, tu as raison. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais voilà. Oui, non, tu fais bien, oui. Du coup, je profite qu'on y soit, du coup, pour les achats directs sans marketplace, les sites pourront envoyer la facture directement sur la plateforme agréée. Oui. Tu achètes sur Amazon, Amazon, tu vas mettre ton sirène et Amazon t'enverra une facture électronique directement, sauf si tu es dans le cas de la marketplace. Qui t'achète sur Office Dépôt sur Internet, tu mets ton sirène et tu recevras une facture électronique de la même manière. Exactement. C'est bon? Ok. Moi, je te laisse dérouler. Ok, d'accord. Donc voilà, donc dans ce cas-là, le schéma des flux, c'est celui-là. Donc en fait, il synthétise, vous l'aurez dans le support, il synthétise ce qu'on vient de se dire sur la façon dont ça fonctionne. Je ne vais pas le redétailler, retenez simplement les points d'attention. Qui émet le statut encaissé, c'est bien le vendeur et pas la marketplace, puisque là, on est dans la situation où c'est le vendeur qui émet la facture.
Donc, c'est lui qui, quand il émet sa facture, doit indiquer facture déjà encaissée. Et ça arrive directement sur la plateforme de l'acheteur. Ce qu'il doit simplement y avoir, c'est pareil, une information entre la plateforme et le vendeur pour dire j'ai encaissé le prix. Et ça, sur ce type de marketplace, ça se fait de façon complètement automatisée. Donc, il n'y a même pas de sujet. Donc, retenez, je récapitule, puisque au milieu de la question, effectivement, je reprécise bien. Sur Amazon, j'ai plusieurs possibilités, en fait. Je peux acheter directement sur Amazon. Dans ce cas-là, on ne l'a même pas décrit là, parce qu'en fait, c'est une opération classique entre deux assujettis, ou un assujetti en particulier, mais il n'y a aucune difficulté, c'est juste que ça se passe sur Internet. Le cas qu'on décrit ici, c'est celui de la marketplace. Donc, c'est quand Amazon sert d'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Et le cas précis ici, c'est quand le vendeur émet directement la facture auprès de l'acheteur. Parce que lorsque vous achetez des choses sur Amazon et qu'il y a des vendeurs tiers, il y a deux cas de figure. Soit vous recevez une facture directement du vendeur, et vous allez recevoir une facture d'un fournisseur chinois ou de n'importe quel pays, ou français d'ailleurs. Dans certains cas, vous allez recevoir une facture directement d'Amazon. Donc, il y a bien les deux cas, et c'est pour ça qu'on traite le 17A et le 17B. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, dans ce cas-là, donc retenez bien, il y a deux factures, facture de vente, facture de commission. Comme aujourd'hui, j'allais dire, là, il n'y a pas de difficulté. Le champ important, c'est que sur le vendeur, il va falloir indiquer que la facture a été déjà encaissée. Le cas suivant, c'est la même chose, mais il y a un mandat de facturation. C'est-à-dire, je me mets sur une marketplace pour vendre mes produits, mais il y a un mandat de facturation. Ça veut dire concrètement que l'acheteur ne va même pas voir que c'est moi qui vends le produit. Pour lui, c'est la marketplace qui vend et il va recevoir une facture de la marketplace. Dans ce cas-là, il y a un mandat de facturation qui est en place. La différence, c'est que la facture, elle est émise par la marketplace. Donc là, c'est peut-être plus le cas par exemple, des plateformes de livraison de repas, où lorsque vous commandez sur une plateforme de livraison de repas, vous ne recevez pas une facture du restaurant, vous recevez une facture d'Uber Eats pour le montant que vous avez commandé. Donc, il y a bien eu un mandat de facturation entre le restaurant et Uber Eats. Moi, en fait, j'ai bien reçu un plat qui vient du restaurant, mais en termes de facturation, je ne vois qu'Uber Eats. Je ne vois pas le restaurateur. Donc, on est bien sur une marketplace. Il y a bien une logique de commission, mais il y a un mandat de facturation, contrairement au cas précédent. Donc là, le prérequis, c'est qu'il y a un contrat de mandat et l'accord préalable du vendeur. Et ça, j'allais dire, ce n'est pas lié à la facture électronique. C'est juste une obligation générale. Il faut mettre en place ce mandat de facturation si on est dans ce cas-là. La particularité en termes de facture électronique, c'est qu'il doit y avoir une série de numérotation chronologique dédiée par vendeur. Donc ça, c'est une obligation qui repose sur la marketplace et qui va devoir faire une séquence de facturation par vendeur. Donc, si je reprends mon exemple d'Uber Eats, il faut que la marketplace, la séquence de facture, soit différente en fonction du restaurant. Ce qui est sans doute déjà le cas aujourd'hui. Hein. Mais il faut que ça, c'est rappelé dans les cahiers des charges de la facture électronique. Donc, il faut cette particularité. Il faut le mandat de facturation. Et donc, on se retrouve sur ce cas-là où on a un vendeur, un acheteur, mais l'intermédiaire de paiement qui émet la facture. Donc, du point de vue de l'acheteur, ça ne crée aucune difficulté. En fait, il a tout simplement une facture qui vient directement de la personne qui facture. Donc, lui, il reçoit sur sa plateforme, je vais recevoir ma facture Uber Eats directement sur ma plateforme. J'aurais renseigné mon numéro ciré avant. Du côté de celui qui facture, ça implique cette séquence de facturation. Ce cas, c'est que quand la facture est émise par la plateforme, il faut que le vendeur en soit informé. Voilà, c'est simplement cette partie-là qui est différente. Et après, il y a la facture de commission. Et la facture de commission, pareil, pas de traitement spécifique. La facture de commission, j'ai une marketplace et un assujetti. J'ai un échange entre deux assujettis, invoicing et échange direct entre les plateformes. Donc, ça fait beaucoup d'explications pour des cas qui sont finalement assez simples. Hein. Ce qu'il faut retenir dans ces cas-là, c'est qu'on a, toujours pareil, on a deux facturations. Je reprends l'exemple d'Uber Eats. Je vais avoir un mandat de facturation en amont, c'est ça qui est important, il faut qu'il soit formalisé. Le mandat de facturation va faire que
je reprends l'exemple du Uber Eats, va facturer directement. Là, si je suis entre deux assujettis, échange direct entre les plateformes du Uber Eats, de ma plateforme et de l'acheteur. Il y a une info entre la plateforme et le vendeur sur la transaction et l'encaissement. Et deuxième facture entre la marketplace et le vendeur. Et dans ce cas-là, on est aussi sur un schéma classique où la marketplace va émettre la facture et la mettre à disposition sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de difficulté. La particularité, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un mandat de facturation pour autoriser juridiquement la marketplace à faire cette facture. Et c'est bien la marketplace qui fait la facture. Voilà. Il y a deux questions qui se recoupent un petit peu. Et tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus qui demandait, voilà, c'était Claire qui demandait, est-ce que Amazon, je te donne les deux questions parce qu'elles se recoupent. Est-ce que Amazon va par conséquent émettre des factures de commission et la deuxième question qui, à mon avis, se recoupe. Donc là, c'est Basma qui nous parle d'Uber Eats. Est-ce que Uber Eats va émettre des factures électroniques à destination du restaurateur, donc j'imagine pour sa commission. Oui, exactement. Alors, c'est ce que, dans les deux cas, c'est ce que vous avez ici, par exemple. Là, ce qu'on appelle sur le schéma la facture F1 et la facture F2. La facture F1, c'est la facture qui porte sur la transaction, la prestation ou l'achat de marchandises. Ici, la facture F2, c'est la facture de commission. Donc, dans ce schéma-là, j'ai bien deux factures. Une facture entre la marketplace et l'acheteur, dans ce cas-là, qui porte sur l'achat, et une facture de commission, la F2, dans laquelle j'ai juste dans la boucle la marketplace et le vendeur, et dans laquelle il n'y a pas du tout l'acheteur. Donc oui, effectivement, c'est le cas. Et c'était le cas aussi, si je reviens là-dessus, dans le cas précédent, on avait bien aussi le traitement de la facture F1, donc la facture qui porte sur la transaction en elle-même, et la facture F2, qui est liée à la commission. Tout à fait. Donc, dans ce deuxième cas, on est dans le même cas que précédemment, donc il va falloir dire aussi la facture elle va être déjà payée, donc il y a cette problématique de le client final a déjà payé puisqu'il paye immédiatement. Donc lorsque la facture est émise, c'est important qu'on indique qu'elle est déjà payée. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit juste avant, mais c'est la même chose. Chaque fois que j'émets une facture qui est déjà encaissée, il y a un statut spécifique sur la facture, enfin un champ spécifique, qui fait qu'on ne rentre pas la facture dans tout le cycle de gestion avec paiement, retard de paiement, etc. Donc ça, c'est toujours la même logique. Il y a des champs spécifiques pour signaler qu'on est sur un tiers facturant. C'est-à-dire que sur la facture électronique, il y aura un champ qui indiquera que la facture que je reçois, donc ma facture d'Uber Eats, c'est une facture faite par un tiers facturant. Et ce qui est prévu, c'est l'adresse électronique du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur, donc si je prends Uber Eats, le restaurant, il faut que la marketplace, lorsqu'elle émet la facture, elle renseigne quelque part sur la facture l'adresse du vendeur qui va recevoir des statuts d'information. Ça, c'est ce qui est prévu dans le cahier des charges de la norme AFNOR. Donc, d'insérer directement sur cette facture l'information du vendeur. La question qui va se poser toujours, c'est techniquement à quoi ça va ressembler. Là, je suis bien incapable de répondre à cette question. Les éditeurs sont en train de travailler là-dessus. Je discutais il y a encore 10 jours là, avec un éditeur de la profession qui me disait mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le cahier des charges et que ça nous retombe dessus, on nous pose 100 000 questions sur comment est-ce qu'on va le faire. On est en train d'y travailler. Mais voilà, nous, le but ici, c'est de vous expliquer le cahier des charges de la facture électronique. Ce qui est prévu sur ce cas, c'est donc qu'il y ait l'adresse électronique, le champ BT34, que le vendeur puisse être informé en temps réel de ce qui se passe avec la facture émise à son nom. Donc, en résumé, c'est des cas finalement assez simples. J'espère que je n'ai pas donné l'impression de le complexifier en l'expliquant. Ce sont des cas finalement honnêtement simples qui ne changent pas grand-chose à ce qui existe aujourd'hui. Si je les résume et que je reprends du début, on a le cas où il y a un distributeur et un dépositaire. Donc, c'est le premier cas qu'on a vu. La particularité de ce cas-là, c'est qu'il y a une information entre le vendeur et le distributeur sur l'encaissement qui se fait, mais ça se fait hors plateforme. Le cas qui va être sans doute plus fréquent, c'est les cas de la marketplace. Ce qu'il faut retenir en quelques mots sur la marketplace, c'est que j'ai deux situations. Soit le vendeur émet en son nom, soit c'est la marketplace qui a un mandat de facturation et qui émet une facture au nom du vendeur.
Donc, c'est ça qui fait la différence entre ces deux cas. Ce qui va se passer dans les deux cas, c'est que je vais avoir toujours deux factures. Une facture qui va porter sur le bien ou le service et une facture de commission. La facture qui va être émise sur le bien ou le service, la particularité, c'est que en général, le paiement est toujours déjà fait en amont. Donc, il faut que j'utilise le champ facture déjà réglée. C'est le point important. Et il faut qu'il y ait une information entre la marketplace et le vendeur sur ces phases d'encaissement, de transaction, etc. Cette information se fait hors plateforme, sauf dans le cas où on est ici, c'est-à-dire dans le cas où il y a un mandat de facturation, il y a une particularité, c'est ce champ ici, où il est prévu que, vu qu'il y a un mandat de facturation, directement sur la facture, le champ avec l'adresse électronique du vendeur soit renseigné pour que le vendeur ait directement cette information. Si je me place du point de vue de l'expert comptable, ça veut dire que si votre client est une marketplace, il va falloir gérer les flux de facturation entre la marketplace et les acheteurs, mais il va falloir gérer aussi les facturations entre la marketplace et les vendeurs pour la commission. Mais mis à part ces champs un peu spécifiques sur le déjà payé ou l'information du vendeur, on est sur des transactions classiques, entre assujettis la plupart du temps. Donc, il n'y a pas de particularité. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est bien savoir dans quel cas on se trouve. Donc, bien cartographier les flux. Et si vous avez des clients qui sont dans ce secteur d'activité, être en mesure de savoir dans quel cas on se place. Donc, être au clair sur qui encaisse les ventes. Est-ce qu'il y a un mandat de facturation ou pas de mandat de facturation? Comment se fait l'information des encaissements? Comment se fait les facturations des commissions? Est-ce que c'est fait de façon carrée ou est-ce qu'il va falloir mettre en place un système de facturation si ce n'est pas encore fait de façon professionnelle? Voilà, c'est ce type de questions qui portent davantage sur l'organisation que sur la facture électronique en elle-même, sur laquelle il n'y a pas ici de grandes difficultés. Donc, je vous encourage moi, plutôt à vous poser ce type de questions auprès de vos clients pour les sensibiliser, vous assurer qu'il y a bien toutes les infos obligatoires et qu'il y a bien des processus qui sont mis en place, et après de travailler sur le chantier de la facture électronique. Mais ce sujet-là, ça sera surtout un sujet d'éditeur. Voilà. Il y a des questions? Alors, il y a Béatrice qui déjà nous dit que tu as expliqué très clairement. Ok, merci, ça me rassure. Merci Béatrice. Béatrice que je ne connais pas d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui n'est pas moi. Voilà. Alors, il y a quelques questions. Alors, Alain nous demandait, est-ce que d'une façon générale, on connaît les spécialités, les spécificités de chacune des 100 plateformes agréées, et quand est-ce qu'on pourra avoir les premières démonstrations en réel? Alors, comme élément de réponse, on peut dire à Alain que sur le site du Conseil national de l'ordre, tu retrouveras un travail qui a été fait de comparaison des plateformes agréées. Alors, elles n'y sont pas toutes, je crois, mais il y en a une grosse partie, qui justement est une comparaison, je dirais, assez objective sur les spécificités, les fonctionnalités que chacune prévoit. Donc, je te renverrai volontiers vers ce document. Et sur les démonstrations en réel, en fait, aujourd'hui, tu as déjà certaines plateformes agréées que tu peux tester. Et il y en a certaines qui vont commencer même des tests avec la DGFiP qui permettent d'activer des dossiers à partir de, je crois, du mois prochain. Donc là, ça dépend avec quelle plateforme agréée tu as prévu de travailler, mais il y en a certaines qui ont d'ailleurs envoyé des communications au cabinet en disant vous pouvez inscrire certains de vos clients s'il est d'accord pour entamer ces tests. Alors, je pense qu'on a répondu à la question, mais ça peut valoir le coup de réenfoncer le coup. Donc, Virginie, et encore une autre Virginie, concernant les personnes qui vendent sur les marketplaces, qui doit émettre la facture de vente? Et ben là, ça dépend si on est en 17A ou 17B. En fait. Exactement, c'est ça. Donc, si tu as donné un mandat de facturation à ta marketplace, c'est donc la marketplace qui émet la facture. Donc là, tu es dans le 17B. Exactement. Si par contre, il n'y a pas de mandat de facturation, c'est-à-dire que la marketplace t'envoie les infos et c'est à toi de créer la facture, et ben c'est en 17A. Donc la réponse, c'est ça dépend de la relation juridique que tu as. Le juridique, il faut commencer par effectivement, enfin comme toujours, hein, mais il faut commencer par la réalité juridique de l'opération avant de définir son traitement en termes de facture électronique.
Christine pose une question, je ne suis pas sûr de bien la comprendre, c'est bonjour, est-ce qu'il n'y a pas de champ à compléter sur l'encaissement par un tiers qui n'est pas le vendeur? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de champ à compléter? Si, alors ça, on est dans le cas de la marketplace. Non, on n'est pas dans ce cas-là. Alors, je vais le remontrer. Dans le cas de la marketplace, en fait, on n'est pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que je sois dans le 17A ou dans le 17B, je vais avoir... Alors, je vais vous montrer. Bon, déjà, dans le 17A, c'est plus simple. Dans le 17A, voilà, j'essaie de retrouver la slide qui parle. Dans le 17A, c'est le vendeur qui émet directement la facture. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas de champ particulier puisque la facture, elle est émise par le vendeur. Donc, il n'y a pas de problématique. Le champ, alors attendez, je vous reprends, excusez-moi. J'essaie de retrouver la slide avec la synthèse des champs à apporter. Bon, ça sera peut-être plus clair là-dessus. Voilà. Le champ que je dois apporter, c'est le champ tiers facturant. Là, je n'ai pas de champ spécifique pour l'encaissement. C'est la question de est-ce que c'est un tiers qui facture à mon nom ou pas, et c'est ça que je dois apporter. Mais je n'ai pas de champ spécifique sur l'encaissement de la facture. Je reprends les 3 cas. Hop, et je reprends le cas numéro 9. Ici, sur le cas numéro 9, sur le premier, on va avoir le champ BG10, où là, il y a bien, sur ce premier cas, on avait bien dit qu'il y a les 3 parties qui apparaissent sur la facture. Donc, je vais bien avoir vendeur, acheteur, bénéficiaire, et dans ce cas-là, le troisième va apparaître. J'espère que je réponds à la question. Si ce n'est pas le cas, il faut me le dire. Mais... C'est exactement ça. Il y a Thomas qui nous demande, dans le cas où la marketplace a un mandat de facturation, donc là on est en 17B, est-ce que la marketplace gère aussi les obligations de e-reporting à la place du vendeur? Alors, dans le cas où... Alors, il faut que je reformule la question. Donc, j'émets la facturation. Lorsque j'émets la facturation... Je pense que le e-reporting reste à la charge du vendeur. C'est une bonne question. Alors, lorsque j'émets le e-reporting... oui, effectivement. C'est-à-dire que là, j'ai un mandat de facturation, donc je suis déchargé des obligations de facturation. Donc, pour moi, ça ne décharge pas des obligations. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question qu'il faut que je... Là, a priori, je dirais la même chose que toi. C'est à creuser. Je ne veux pas dire de bêtises là, mais est-ce que le mandat de facturation décharge de l'obligation de reporting? On avait eu un cas semblable, je pense qu'on en avait parlé dans la partie facturage, où ce qu'on avait dit, c'est que l'obligation de e-reporting était une obligation fiscale qui reposait de toute façon sur l'entreprise et qui n'était pas délégable. Mais est-ce que c'est transposable à ce cas-là? Il faut que je le vérifie. Je vais regarder. Et ce que je vous propose, c'est de vous confirmer dans le prochain expert de la facture. Je préfère être sûr de ce que je raconte. Alors, on garde la question sous le coude. Alors, Myriam, dans le cas des pharmacies, nous avons le cas des autofacturations. C'est des factures qui sont réalisées par un laboratoire pharmaceutique pour la mise en avant de produits. Est-ce que ces factures continuent d'être émises par les laboratoires ou est-ce que c'est maintenant les pharmacies qui vont devoir les émettre? Alors, si on doit reformuler la question, c'est est-ce que le cas de l'autofacturation a été prévu dans le cadre de la réforme? Alors oui, le cadre de l'autofacturation, il a été prévu. C'est un cas qui est différent, donc c'est un cas spécifique dans le cahier des charges de la facture électronique. Si on le verra de façon précise dans un des experts de la facture, mais si je dois le résumer, l'autofacturation continue à exister. Donc ceux qui travaillent de cette façon-là, donc ça peut être le cas dans les pharmacies, ça peut être le cas dans l'agriculture aussi beaucoup avec les coopératives, ça va subsister. La seule particularité que ça crée, c'est que la personne qui n'émet pas de facture, puisqu'on les émet à son nom, va devoir les valider sur sa plateforme. Donc, la nouvelle obligation que ça crée, c'est ça. C'est qu'il va falloir que ces personnes-là qui recevaient des factures émises en leur nom aillent les valider sur la plateforme pour qu'elles puissent aller au bout du circuit. Donc, cette phase de validation, elle a existé de façon informelle. Je suppose que la pharmacie vérifiait quand même les factures émises à son nom. Là, il va falloir le faire de façon formelle sur une plateforme. Mais on le détaille. Myriam, je crois que c'est le cas de l'autofacturation, c'était le sujet de la dernière ou de l'avant-dernière expert de la facture. Donc, tu peux regarder les replays. Alors, je ne sais plus si c'est le numéro 5, 4, mais tu regardes la liste des replays, tu devrais tomber dessus. Virginie nous dit, je viens d'apprendre que l'on pouvait avoir plusieurs plateformes agréées de réception.
C'est ce qui est marqué sur le site des impôts. Mais concrètement, comment ça se passe sur l'annuaire pour avoir plusieurs adresses pour la réception? Nous, ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'on a une plateforme de réception et on peut avoir une plateforme d'émission qui est différente. Et qu'on peut ensuite avoir sur la plateforme de réception plusieurs adresses qui permettent d'avoir plusieurs boîtes aux lettres de réception de la facture. Donc plusieurs adresses en réception, je ne vois pas techniquement comment on peut faire ça et je vais creuser ce point-là. Mais jusqu'à maintenant, le discours était de dire une plateforme de réception et éventuellement une plateforme d'émission, ou plusieurs plateformes d'émission d'ailleurs, puisqu'on déclare une plateforme de réception sur l'annuaire. Donc je suis Oui, preneur. alors, ce qui Ouais. est vrai, c'est qu'effectivement, moi aussi, j'ai vu que c'était prévu le fait d'avoir potentiellement plusieurs plateformes de réception, ce qui sous-entend plusieurs adresses. Donc, il faut pouvoir créer plusieurs adresses. Et alors, pour avoir évoqué le sujet il y a quelques semaines avec un éditeur, aujourd'hui, ils ne savent pas gérer ça. Ah, Ils d'accord. savent Pas pas, sûr. Ok. comment renseigner plusieurs PA de réception Ok. sur l'annuaire. Alors, ça évoluera sans doute, mais je confirme que j'ai également vu cette info. Ok. Mais après, techniquement, je ne l'ai pas vu en œuvre. Non, techniquement, je ne vois pas trop. Surtout que lorsqu'on signe un nouveau mandat avec une nouvelle plateforme, ça écrase. Ce qu'a dit l'administration par ailleurs, c'est que ça a écrasé le mandat précédent. Donc, on a un problème. Parce que tu déclares la même adresse. Mais si tu es en capacité de déclarer des adresses différentes, mais je sais que par exemple, on avait eu le cas, tu sais, quand on avait évoqué les notes de frais, de se dire on va créer des adresses spécifiques pour les notes de frais. Oui. Et même ça, c'était déjà compliqué pour les éditeurs. Donc, Mais globalement, il faut le dire, hein, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une phase un peu particulière où l'administration annonce des choses et met des choses dans ses normes, ce qui est normal, hein, enfin, la future facture électronique. Mais les éditeurs, après, derrière, se retrouvent avec un cahier des charges à mettre en place. Et on est sur une période où il y a un petit décalage entre les deux. Donc, si vos éditeurs, sur ces points qu'on évoque, là, sur des champs très précis, ne sont pas forcément encore sur une fonctionnalité aboutie ou capables de vous montrer quelque chose, il y a aussi une part de normal dans cette phase-là. Voilà. Christelle nous dit, j'ai pas très bien compris le cadre du mandat de facturation, donc 17B. Oui. Comment est-ce que moi, donc moi le fournisseur, je pense, hein, comment je reçois la facture qui a été émise par la marketplace pour mon compte? Alors, il y a la facture qui a été émise pour son compte. En fait, il n'est pas prévu qu'elle soit émise via des plateformes. Donc, en fait, ça va se faire comme ça peut se faire de façon complètement habituelle, hein, c'est-à-dire un espace sur le site internet, un envoi par mail, etc. Là, ça ne va pas se faire par une plateforme. La seule chose qui va se passer entre la plateforme, entre la marketplace, parce que j'ai dit plateforme, on va commencer à s'embrouiller, entre la marketplace et moi, c'est la facture de commission qui va passer par les plateformes. La facture qui a été mise pour mon compte, je vais sans doute pouvoir l'avoir sur mon espace vendeur, mais il n'est pas prévu que ça passe par les plateformes. Donc, c'est hors champ de la facture électronique, la transmission de cette facture. Top. Je regarde, mais je crois qu'on a traité les factures. Donc, il y a Alban qui rebondissait sur l'histoire de la multiplicité des adresses de réception. Il nous rappelle qu'effectivement, on peut renseigner un code de routage. Alors, c'est ou un idée. Sur plateforme, on parle le code de routage, c'est sur une même plateforme. Voilà. Le code de routage, ça permet d'avoir plusieurs sortes de boîtes aux lettres sur une même plateforme de réception. Il y a Nicolas qui demande comment est-ce qu'on peut changer la PA de réception. Tu l'as un petit peu évoqué là, juste avant. La PA de réception, en fait, donc l'inscription sur l'annuaire, il y a souvent une confusion. L'inscription sur l'annuaire, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui va sur l'annuaire et qui déclare sa plateforme. C'est lorsqu'on signe un mandat auprès d'une plateforme, c'est la plateforme qui fait la démarche sur l'annuaire pour mettre à jour cette information. Donc, si vous êtes aujourd'hui inscrit sur une plateforme, que vous voyez notre éditeur et qu'il vous convainc de changer, vous allez lui signer un second mandat pour l'autoriser à faire cette démarche. Il va lui faire l'inscription sur l'annuaire centralisé, signaler que vous l'avez choisi comme plateforme. Ça va écraser le choix que vous aviez fait précédemment. Donc ça, d'un point de vue, ce qui est important de dire, c'est que d'un point de vue annuaire, c'est gérable, c'est prévu, ça va écraser. Là où il faut faire attention, c'est l'aspect contractuel. Hein. C'est-à-dire que oui, on peut changer et mettre à jour cette info, mais attention à ne pas s'engager pour un an et après se dire je vais changer. Ça n'a rien à voir avec les durées d'engagement contractuel. Hein. Impec. Voilà, après, il n'y a plus forcément de questions, surtout des échanges.
J'ai vu que Frédéric donc, avait glissé pas mal de liens dans le chat pour voir les replays, pour récupérer les supports, mais aussi pour récupérer le guide qu'on a évoqué tout à l'heure, le guide du CNO. Oui. Parce que c'est vrai que le site du CNO n'est pas toujours le plus facile pour quand on cherche un document spécifique. Mais enfin, je crois que Fred nous a mis le lien, je l'ai vu passer tout à l'heure. Eh bien, écoutez, ouais, alors effectivement, il y a pas mal de bugs, je suis vraiment navré, parce qu'il y a Hélène qui nous dit que le chat est figé. Ok. La plateforme, effectivement, bug depuis hier soir. Hier soir, on avait un webinaire aussi sur la lettre, de mission et ça a planté un peu pareil, donc je suis vraiment navré. Voilà, on va voir avec l'éditeur si ça va perturber comme ça aussi. C'est vraiment conjoncturel. Je pense qu'on a répondu en tout cas à toutes les questions que j'ai réceptionnées parce que j'avais pas mal de messages d'erreur aussi de mon côté. Donc j'espère que je n'ai pas squeezé trop de monde. Sinon, vraiment désolé. Oui, voilà, Christine nous dit que par exemple, elle n'a pas du tout accès aux échanges. Bien, bah ouais, vraiment navré. Bon, c'est un bug. Voilà, j'espère que sur le prochain numéro, ce sera un peu plus fluide. Tu as une slide sur les prochains rendez-vous Oui. Donc, il y a les experts de la facture et les ateliers de transfo. Voilà, donc un expert de la facture, donc c'est le petit format de ce matin, 3 quarts d'heure, qui sera donc le 12 mars à 8h30 sur la gestion des factures multi-acteurs, deuxième partie, puisqu'on avait déjà fait un épisode sur ce sujet. Donc, voilà. Pareil, vous pouvez vous inscrire. Je crois que d'ailleurs, si vous êtes inscrit aux experts de la facture, vous êtes d'office inscrit à tous les numéros. Et après, on a nos ateliers de la transformation qui sont des formats un peu plus longs, un peu plus stratégiques et moins techniques. Ce sont aussi des formats hybrides, donc vous pouvez venir aux 50 rue de Londres si vous souhaitez assister à la conférence en présentiel. Et donc là, on est sur l'épisode 5, choisir et déployer des solutions techniques. Donc là, vous devez vous inscrire, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous devez vous inscrire. Et donc, on vous attend nombreux. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous, le 17 février. Je pense qu'on est bon pour les prochains rendez-vous. Ok. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Julien. Désolé pour le bug. Et on va essayer de vous partager les liens pour tous ceux qui, voilà, je vois beaucoup de messages au chat qui disent qu'ils n'ont pas eu accès aux liens. On est vraiment navrés. Okay. On va vous partager tout ça. Et bon, ça fonctionnera la prochaine fois. Et on n'aura pas ces petits désagréments dont on est désolé. Julien, encore merci. Bonne journée à tous. Et puis on se revoit très bientôt pour nos prochaine formation, atelier de la transformation et expert de la facture. Merci.